Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Thomas, enchanté. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cœur de métier. On a commencé à le teaser un petit peu ici sur la présentation d'avant. On va parler d'A/B test, on va parler de méthodologie, on va parler de manière de récupérer du profit de manière scientifique et avec méthode, en essayant de prendre le moins de décisions possibles basées sur des émotions ou sur des choses qui sont infondées. On va essayer d'intégrer un maximum de données et d'être le plus rationnel possible. Je vais vous détailler avec vous ce process. Moi, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Deployer. On est une dizaine de membres, dont Kylian, qui me regarde fièrement juste derrière. On accompagne des boîtes e-commerce. Sachez que mon cœur de métier, il s'adresse à tout. Ça marche pour des pages sur des lead magnets, ça marche pour des formateurs, ça marche pour des pages de vente, ça marche pour des SaaS, peu importe. Nous, on s'est spécialisé sur le monde du e-commerce. On s'adresse à des boîtes qui font entre 1 million et 10 millions de chiffre d'affaires par année. Des boîtes que vous connaissez sûrement comme Boku, MyVariation, Hydratis, Inga. On est derrière des gros projets qui sont passés sur Qui veut être mon associé cette année ou les années précédentes. Et on était en train de mener des expérimentations pendant ces phases de médiatisation. Des expérimentations qui ne s'arrêtent jamais, comme on l'a vu sur la partie sur Amazon juste avant. Notre rôle, c'est d'être toujours en train de récupérer de l'info, de prendre des meilleures décisions et d'appliquer pour 100% du trafic seulement les choses qui fonctionnent et qui apportent plus de résultats à la boîte. Donc, je voulais modifier sur cette partie un petit peu plus scientifique. L'objectif de ce talk, c'est évidemment d'apprendre à mieux connaître ses clients et prospects. C'est bien de faire plus d'argent, mais si on peut récupérer un backlog, une source d'information sur laquelle on peut se baser pour prendre toutes nos futures décisions, eh bien, c'est encore mieux. C'est ce qui nous sert aussi à se servir d'un test qui échoue, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on perd, ça veut dire qu'on apprend, vous connaissez sûrement ça. Prendre de meilleures décisions et pouvoir revenir dessus, tirer plus de profit de la part d'un trafic que vous possédez déjà, c'est ce qui est important, c'est que la meilleure manière pour vous de faire du profit à très court terme, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs que vous avez sur vos pages, certes, mais la prochaine manière de faire plus de profit pour vous, c'est d'optimiser vos pages et le revenu que vous tirez du trafic pour lequel vous avez déjà payé, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Savoir quelle méthode adopter en fonction de vos objectifs et ou problématiques. On va parler d'A/B test, mais vous verrez que ce n'est pas la seule et unique manière de tester quelque chose, au contraire. On va faire en sorte aussi qu'après ce talk, la refonte, ce ne soit pas pour vous la seule et unique manière ou la première chose à laquelle vous pensez quand vous avez besoin d'optimiser ou d'améliorer quelque chose. C'est une méthode qui fonctionne bien et je vous expliquerai dans quel cas elle fonctionne. Il y a des sujets sur lesquels on doit refondre, on doit modifier plusieurs variables d'un coup, mais il y en a d'autres très spécifiques dont on va parler maintenant, qui sont très liés au profit pur, qui nécessitent d'autres méthodes de mise à jour du site et on va voir ça. Plongeons maintenant dans les grandes étapes d'une recherche scientifique. Je vais faire vraiment le parallèle avec la manière dont les scientifiques ou la médecine, par exemple, évoluent, le process qu'ils utilisent et à quel point nous, on l'applique tous les jours sur des sites web, particulièrement, du coup, dans notre cas, des sites e-commerce. L'objectif de base, c'est de définir clairement l'objectif de leur recherche. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Quelles conclusions vous voulez tirer pour adapter aussi les prochaines conclusions que vous tirerez plus tard? Il va falloir créer des hypothèses qui sont vérifiables, des choses qui deviennent une vérité absolue avant qu'elles soient contredites ou qu'on vienne la contredire plus tard. Et ces hypothèses, elle doit pouvoir être confirmée ou évidemment elle doit pouvoir être infirmée. Dans les deux cas, on doit apprendre quelque chose de cette conclusion et elle doit influencer encore une fois notre prochain cycle de recherche. Une hypothèse, elle peut être gagnante, j'augmente mon prix de 5%, ça peut passer. Genre, je vais diviser mon trafic et ces 5% vont apporter plus de profit et de résultats à la boîte, mais ça peut ne pas passer. Et dans les deux cas, je dois apprendre quelque chose et savoir quoi adapter et quoi changer par la suite pour que les cycles s'enchaînent. Comment valider notre hypothèse ? Pour passer par les différentes étapes, avant de tirer une hypothèse, évidemment, il faut passer par cette phase de recherche et cette phase d'observation. On y est passé juste avant. Les outils analytiques, etc., on les creusera un petit peu plus tard. Là, on va rester assez global sur le process et la manière dont cette fameuse science évolue.
De ces observations, il va falloir tirer des hypothèses qui vont être des réponses potentielles à ces fameuses observations. Ensuite, il va falloir les prioriser, parce qu'un test, ça coûte cher, surtout dans les milieux scientifiques, et il va falloir être certain qu'on s'attelle à la bonne variable au bon moment et qu'on est en train de passer du temps et de mettre de l'attention sur quelque chose qui a du sens. Il va falloir mettre en place ce test ou cette hypothèse en étant sûr et certain qu'on a d'une la bonne méthode pour la tester et de deux, qu'on ne va pas créer quelque chose qui peut être faussé ou qui va nous faire perdre du temps à la fin sur la conclusion qu'on veut tirer. Et évidemment, il faut mener notre expérience et notre test. Une fois que le test est terminé, on parlera d'échantillonnage, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, quand est-ce qu'un test se termine, combien de temps il doit durer, quel type de test on doit faire. On doit évidemment récupérer ces données-là et savoir quelle conclusion tirer, on en a parlé juste avant. On doit tirer une conclusion et évidemment, on doit adapter les prochaines hypothèses et priorités avant de répéter ce cycle en continu. Et ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des expérimentations qui sont en cours et elles repassent toujours par un stade d'observation, une élaboration d'hypothèses, une conclusion qu'on va tirer et quelque chose qu'on a appris de plus par rapport à un trafic et quelque chose qui nous est unique et propre à notre site, à nous. C'est pas parce qu'un concurrent l'a fait ou quelqu'un le fait de cette manière qu'il va falloir le faire chez nous. Notre trafic nous est propre et on doit tirer nos propres conclusions des tests et des expérimentations qu'on fait avec eux. C'est la seule manière d'obtenir des résultats fiables. On peut avancer à l'aveugle, on pourrait tenter des choses, on pourrait le faire justement parce que le concurrent l'a fait, mais on avancerait toujours à l'aveugle et on n'affinerait pas justement ce livre blanc, cette source de données et d'informations à laquelle on peut s'appuyer pour affiner nos hypothèses, affiner notre compréhension de notre trafic et de nos utilisateurs et évidemment être meilleur à chaque fois qu'on avance. Pourquoi on fait tout ça à la fin ? Sur la partie science, on le fait pour la sécurité des patients. Chez nous, on va le faire purement pour la sécurité de notre portefeuille. Pour être sûr et certain qu'on tire plus de rentabilité de l'argent qu'on investit tous les jours en publicité ou sur l'acquisition de trafic, qui est un gros poste de dépense, tout comme peut être les employés ou les personnes qui vont contribuer à la croissance de cette boîte. Pour évidemment l'efficacité de la solution proposée, ça sur la science c'est indéniable, et chez nous aussi l'efficacité en termes de performance pure, que ce soit sur le panier moyen de nos utilisateurs, sur le taux de conversion, sur la KPI qu'on va essayer de viser sur notre test. Évidemment parce que les connaissances évoluent, parce que tout peut être remis en question, ce qui marchait la veille peut s'avérer ne plus marcher du tout et devenir complètement faux, voire obsolète. Et c'est pour ça que grâce à ces cycles, on doit toujours remettre en question ce qui était vrai avant. Les variabilités biologiques, ça concerne purement la science ou la médecine. Chez nous, c'est la variabilité d'utilisateur parce que les niveaux d'éducation diffèrent entre une personne, si je prends l'exemple du e-commerce, qui vient de Facebook, qui a été éduquée par une créative, qui l'a engagé, une vidéo dans laquelle on a pu comprendre l'histoire du produit, et une personne qui ne nous connaît d'Idev ni d'Adam, qui vient d'un trafic très froid, comme un article de blog par exemple, et qui vient simplement s'informer. Ces deux personnes-là sont complètement différentes et elles réagiront aussi de manière différente à notre tunnel de vente et à tout ce qu'on va mettre en place sur notre site. On a besoin de créer des tests dans lesquels on différencie ces types de personnes-là pour être capable d'affirmer quelle est la vérité pour tout le monde ou quelle est la vérité pour ces types de personnes avec leur propre niveau d'éducation. Évidemment, des coûts élevés et des risques financiers. Lancer des A/B tests, ça ne coûte pas très cher, mais quand même, Content Square, c'est une solution qui coûte plus de 50 000 balles à l'année. Nous, on paye à peu près 2 500 € pour vous donner une idée de coût de software d'A/B testing parce qu'on traite des millions de sessions chaque mois et tout ça en frais de serveur, peu importe, ça coûte très cher. Et des risques financiers aussi pour la boîte parce que les coûts publicitaires, qu'on le veuille ou non, continueront et ne s'arrêteront jamais d'augmenter. Et on doit créer des choses sur les interfaces qui suivent justement notre première acquisition et qui sont aussi responsables de nos performances publicitaires. Enfin, approbation réglementaire et commercialisation. Je l'ai mis pour ceux qui sont fans de science. Chez nous, pour l'instant, ça nous concerne un petit peu moins, même si ça peut être le cas pour des niches spécifiques. L'objectif à la fin, c'est de découvrir la vérité.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était vrai hier peut s'avérer devenir complètement faux et obsolète, et à la seule unique condition qu'une hypothèse vienne prouver le contraire et écraser cette ancienne vérité. C'est pas parce qu'un concurrent l'a fait que je dois le faire, et c'est pas parce que les performances de la veille étaient mauvaises que je dois tout changer aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, des clients, et toi tu dois sûrement en avoir aussi, qui viennent t'appeler parce que leur performance publicitaire la veille était désastreuse et qui remettent en question l'intégralité de leur funnel, voire même des conclusions qui s'étaient déjà avérées être positives et qui étaient prouvées pour apporter du revenu. Maintenant, voyons comment on va appliquer cette méthode chez nous. Donc, chez nous, l'observation, ça commence évidemment par comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, peu importe la niche, peu importe la boutique. Il faut savoir qui y a en face de vous, qui est en train de balancer de la publicité sur les mêmes mots-clés, qui est en train de viser les mêmes audiences, vendre la même typologie de produits, comment ils structurent leur funnel et qu'est-ce qu'ils font de différent. Évidemment, on va essayer de comprendre aussi ou de classer nos concurrents par rapport en essayant d'identifier des concurrents qui tirent des bonnes décisions ou non. Donc on a des outils qui nous permettent de voir d'autres concurrents qui font déjà de l'A/B testing par exemple ou qui utilisent des méthodes avancées pour faire de la recherche ou de l'optimisation au quotidien. Ensuite évidemment on va devoir se centrer sur nous, ce qui nous appartient à nous et parce que c'est à ce trafic là qu'on va créer, c'est sur ce trafic là qu'on va créer des tests et balancer nos hypothèses. Donc on doit chez nous dans cette phase d'observation, réduire au maximum le nombre de chances de se planter. C'est évidemment tout l'objectif de cette épreuve-là. On passe par évidemment une phase analytics pure, une phase plus qualitative. On a parlé de heatmap juste avant. Et l'objectif de toutes ces étapes-là, c'est de croiser un maximum de sources d'informations pour créer des hypothèses qui ont du sens et qui sont validées par la majeure partie de ces étapes. Évidemment, on va lister nos hypothèses, c'est juste un template d'audit qu'on a chez nous, et on va les prioriser. Chaque hypothèse sera attribuée à un constat, quelque chose qu'on a observé chez le client, et aura un score. Ce n'est pas nous qui allons décider dans quel ordre on va faire nos tests, c'est le score à la fin, basé globalement sur un framework qui est assez simple, sa difficulté d'intégration, son impact potentiel et son importance. Il va falloir maintenant réfléchir à notre méthode de test et c'est là où on va plonger un petit peu plus en détail sur la partie A/B test pure, division du trafic et la manière dont on va tirer nos propres conclusions à nous. Parlons d'A/B test. Ça, c'est une boutique que vous connaissez sûrement, le Slip Français, sur lequel 100% du trafic arrive. On pourrait faire une hypothèse dans laquelle on se dirait qu'on aurait potentiellement plus de clics avec un bouton rouge. C'est une hypothèse complètement débile. Parce que notre rôle, c'est de nous concentrer sur l'impact le plus fort. On peut faire qu'un test à la fois, on va le découvrir juste après. Et se concentrer sur la couleur de notre bouton, ça a peu de sens quand on a plein de variables sur lesquelles on peut jouer, comme le premier visuel que vont voir les visiteurs quand ils arrivent directement sur mobile, comme le prix de ce boxer, comme les offres qu'on va pouvoir pratiquer sur la quantité de boxers que l'utilisateur va acheter, etc., etc. Mais c'est pour l'exemple. L'expérimentation, via l'A/B test, elle va nous permettre d'envoyer et de diviser 50% du trafic sur notre version de contrôle, qui est la version avec le bouton bleu, et 50% sur la version avec le bouton rouge. Après avoir accumulé assez de données, on pourra savoir exactement combien ou quelle est la différence sur l'objectif visé en termes de performance pure. Et ici, notre objectif visé, ça pourrait être le taux d'ajout au panier ou le taux de conversion si c'est au final ce qu'on veut augmenter. Admettons que cette version augmente de 2% le taux d'ajout au panier et a un impact sur nos performances à la fin en termes de conversion. C'est cette version qui l'emporte et qui deviendra la version finale de contrôle avant qu'un autre test s'enchaîne. C'est le principe d'un A/B test. Il existe plusieurs types d'A/B tests. Il y a les tests A/B classiques où on va cacher, afficher un composant. On va mettre du rouge, on va mettre du bleu. On va afficher cette offre, on ne va pas afficher cette offre. On va afficher cet accordéon qui parle de livraison et de retour où on ne va pas le mentionner. On va voir comment les gens réagissent. Mais il y a d'autres types de tests. On va pouvoir aussi effectuer des tests de redirection où on va charger une nouvelle URL qui n'a rien à voir avec celle sur laquelle on se trouve. Ça peut être
ça dépend en fait de ce qu'on a envie de tester. Sur des boutons rouges ou des boutons bleus, on va faire un A/B test classique. Sur des tests un petit peu plus poussés qui dépendent aussi des limites qu'on a avec notre plateforme, comme des tests de prix ou autres, on va faire des tests de redirection. Et enfin, des tests multivariables, on en fait un peu moins parce qu'il faut les contrôler et surtout on doit récupérer naturellement plus de trafic sur ces variables-là parce qu'on divise le trafic en 33% et on peut même le diviser en 25%. Mais ça peut être pertinent si on a plusieurs hypothèses ou si on est dans un cas de figure dans lequel on doit isoler plus de 2 issues. Les règles de l'A/B test, elles sont, j'allais dire simples, mais pas tant que ça. La première, c'est qu'il faut isoler les variables à tout prix et avancer pas à pas. C'est un peu là où on commence à s'embrouiller avec les gens qui viennent pour faire une refonte parce qu'ils ont envie que ça avance vite. Ils ont envie qu'on ait l'intégralité du site qui soit refait à neuf et que ce soit live la semaine prochaine ou le mois prochain, peu importe. Avec cette méthode, tout ce vers quoi vous allez arriver grâce à une refonte ne sera pas en live, le mois prochain, au contraire, il le sera l'année prochaine, mais on aura appris tellement de trucs sur le parcours qu'on aura adapté le livrable final avec quelque chose qui n'impacte pas du tout négativement les résultats de la boîte. C'est super important du coup, particulièrement quand on s'adresse à des variables qui impactent vraiment la prise de décision des utilisateurs comme le prix, l'offre, ou des choses qui plongent directement dans la manière dont ils vont prendre des décisions, d'isoler ces fameuses variables et de passer à ce fameux test. Partir d'une hypothèse et savoir quelle conclusion tirer, on en a parlé tout à l'heure. Définir l'échantillon requis. Pierre, tu as posé une question sur ce sujet tout à l'heure. Évidemment, l'échantillon, il va être différent en fonction du type de test qu'on va faire. Et généralement, il varie beaucoup de l'impact de ce test-là. Typiquement, j'augmente le prix de mon boxer, je le passe de 40 à 50 €. L'impact de ce test, l'impact potentiel de ce test est 100 fois, voire 1000 fois plus important que le changement de la couleur de mon bouton. Donc le nombre de personnes que je vais devoir recueillir sur mon changement de prix est beaucoup plus faible que celui que je vais devoir recueillir sur mon changement de bouton parce que mon impact est plus fort. Créer mon expérimentation et toujours pouvoir faire marche arrière. On n'est pas là pour écraser ce qui existe déjà. On est là pour accepter qu'on puisse échouer, tirer une conclusion et être capable de revenir à l'ancienne version si le test s'avère être négatif. Un seul test à la fois, évidemment, sinon on va multiplier les variables et donc le nombre de chances de se tromper ou de devoir revenir en arrière. Il n'y a rien de pire, vu qu'on peut faire qu'un seul test à la fois, d'avoir perdu 2 semaines d'exploitation du trafic et ce pourquoi on paye au quotidien et la raison pour laquelle on ramène des gens sur notre site. Et à la fin, atteindre la signification statistique, c'est simplement un lien avec l'échantillon qu'on a défini depuis le début. C'est ce qui nous permet d'être sûr, ou presque, quasi sûr, on va dire, qu'on va pouvoir tirer une conclusion qui a du sens et qui n'est pas un faux positif. S'il y a des matheux dans le coin, vous comprendrez de quoi je parle. L'objectif, c'est toujours de viser l'impact le plus fort. On a vu la différence entre le test de prix et le test de bouton. Globalement, c'est toujours la même. La question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que je suis en train de faire un test de prix ou est-ce que je suis en train de faire un test de bouton? On va limiter au maximum les tests de bouton, quitte à fermer les yeux volontairement sur des variables qui peuvent être obvious sur le funnel, mais plus se concentrer là où il y a de l'argent à aller chercher directement depuis le trafic, parce que c'est ce pourquoi on paye tous les jours et que ce prix ne cesse d'augmenter. N'oubliez pas que là, on vient de voir juste l'A/B test. Alors certes, il y a plusieurs manières d'A/B tester, mais si vous ne pouvez pas A/B tester, typiquement, vous n'avez pas assez de trafic, vous ne récupérez pas assez de données pour lancer un A/B test et tirer une conclusion sur votre site et sur la variable que vous testez, vous pouvez toujours tester. L'objectif, ça reste de prendre de meilleures décisions et d'éviter au maximum l'impact négatif. L'A/B test, quand on n'en a jamais mené, c'est peut-être un gros pas, c'est peut-être quelque chose d'énorme. Alors, on pourrait simplement faire des tests depuis l'acquisition, simplement, parce qu'on récupère déjà beaucoup plus de données de clics sur une publicité qu'on récupère de transactions à la fin de notre tunnel de vente. Donc, on a un échantillon qui va se remplir beaucoup plus rapidement sur notre publicité que sur notre
funnel de conversion ou sur notre checkout. Donc n'hésitez pas directement à faire des tests où vous allez choisir des pages différentes depuis vos publicités, où vous allez directement faire des tests depuis votre publicité. Des personnes qui s'y connaissent en pub vont tester les 3 premières secondes de leur vidéo. Ça va être le même contenu derrière, mais ils vont balancer la même vidéo avec les 3 premières secondes différentes. On appelle ça un hook, juste pour voir si on arrive à engager plus de personnes. Si ça s'adresse à la même audience et qu'au final, c'est la même vidéo avec la seule variable qui change, ça reste plus ou moins un A/B test. C'est mieux que rien et ça vous permet dans tous les cas de prendre de meilleures décisions et d'éviter l'impact négatif. En changeant qu'une seule variable pendant une certaine période, si vous êtes sur votre site et que vous n'avez pas d'outil d'A/B testing parce qu'un outil d'A/B testing ça coûte cher, il faut souvent être technique pour afficher, cacher un composant ou créer nos fameuses conditions, eh bien on pourrait simplement juste changer le prix, ajouter 5% sur notre pricing et ôter les mains de notre tunnel de vente, attendre une semaine ou quelques jours. Ce sera toujours mieux que rien. Les fanats d'A/B testing m'insulteront peut-être, mais ce sera toujours mieux que de le faire à l'aveugle ou de changer 50 variables en même temps qu'on change ce test prix-là. Parce que vous pourriez peut-être dire que je fais plus de revenus, je m'en bats les couilles, mais d'un autre côté, vous n'apprenez rien. Vous ne construisez rien sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place sur votre site et sur votre compréhension de votre utilisateur final. À la fin, en traquant des événements spécifiques, c'est lié aux premières analyses qu'on fait dans les phases d'observation. Vous pourriez mettre des sortes de capteurs, c'est super facile à mettre en place entre guillemets avec des outils d'analyse, de savoir juste où les gens cliquent sur votre menu, de savoir quand vous dirigez votre trafic et vous le bombardez sur une fiche produit, de savoir combien on a de gens qui en sortent et qu'est-ce que font ces gens-là. Ces données, on peut d'une part les récupérer, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas traquées et qu'on peut rendre traquables nous-mêmes manuellement, si on a envie de récupérer cette info. Je vais vous faire un petit exemple. Donc ça, c'est une pub. Je vais vous montrer un type de test qu'on peut faire sur une pub. Alors certes, on pourrait avoir envie de tout changer si elle ne fonctionne pas, mais peut-être que ça se joue simplement sur ce call to action. Donc ici, je change simplement le bouton « En savoir plus » en un bouton « Acheter ». Je garde toute la même configuration sur mon tunnel de vente. J'ai la même audience, la même campagne. J'ai simplement divisé 2 publicités à l'intérieur, une publicité avec un call to action en savoir plus et une publicité qui engage un petit peu plus l'utilisateur sur le site avec un call to action acheter. Et je regarde la différence. Ce qui est cool avec des outils comme Facebook Ads dans ce cas-là, c'est que Facebook va prendre la décision pour vous. Il va attribuer le trafic directement à la version qui marche le mieux. Là où nous, ça, on va devoir le faire manuellement plus ou moins sur la partie site. Un autre exemple que vous pourriez faire, c'est un test de redirection, un test de discours. Ça, c'est des tests qui impactent beaucoup, surtout quand on est en train de lancer notre marque ou de stabiliser du trafic. Je pourrais faire le choix, et c'était le choix qu'on avait fait depuis le début, d'avoir une page qui s'adresse à tout le monde. C'est des pastilles d'électrolytes qui peuvent s'adresser pour les sportifs, les personnes âgées, les personnes qui veulent être mieux concentrées et avoir plus d'énergie, ou les personnes qui sont mis une cuite la veille et qui veulent simplement ne pas avoir mal à la tête. Et bien, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement diviser ces discours, orienter sur un angle marketing très précis et voir si en alignant et en ayant plus de cohérence sur ce discours-là, on peut tirer plus de revenus. Le résultat, si vous allez sur ce site, c'est que la page principale sur laquelle vous tomberez tous, c'est la page globale, celle qui s'adresse à tout le monde. Par contre, le choix qu'on peut faire en publicité, c'est d'avoir des créatives et des publicités 100% gueule de bois. C'est d'avoir des créatives et des publicités 100% énergie et concentration qui visent les mecs qui taffent chez eux. Et c'est d'avoir des publicités, évidemment, pour les runners ou pour les sportifs qui vont diriger seulement sur ces pages-là et seulement les personnes qui cliquent sur ces publicités atterriront sur ces pages-là. C'est ce qu'on appelle de la cohérence et de garder une cohérence aussi dans l'intégralité de votre funnel de vente. C'est comme ça qu'on maximise les résultats et les profits qu'on tire de notre publicité. Enfin, un A/B test qui est en cours actuellement, je voulais vous montrer un exemple de quelque chose qui tourne. Trouvez la variable. Simplement ici, on vend des brosses à dents en abonnement avec des têtes interchangeables. Et notre hypothèse, c'est qu'on pourrait tirer plus de revenus ou du moins être beaucoup plus clair et transparent en indiquant simplement à l'utilisateur ce qui va se passer après, une fois qu'il s'engage avec nous sur la livraison et sur l'abonnement. C'est une petite variable qu'on est en train de tester.
Mais c'est une petite variable qui, à échelle, peut impacter beaucoup le tunnel de vente et on en est arrivé à ces conclusions-là. Ça veut dire qu'on a déjà balayé des sujets qui étaient potentiellement plus impactants et que c'est devenu le sujet priorité 1 en haut de la pile et qui a été défini par le score. Enregistrer les résultats sur un livre blanc avec la possibilité de revenir dessus, ça impactera la manière dont vous décidez ou vous prenez des décisions sur votre publicité, la manière dont vous parlez à vos utilisateurs, la manière dont vous comprenez vos utilisateurs et qui plus est de manière inconsciente, parce que les formulaires ou toutes les enquêtes qu'on va faire au téléphone avec nos utilisateurs nous permettent de comprendre comment ils réagissent de manière consciente. On leur pose une question, ils sont là. Mais ici, grâce à l'A/B test, on va comprendre aussi comment ils réagissent sans réfléchir, sans agir. On dit qu'un utilisateur va prendre la décision de rester ou de s'engager sur votre site en moins de 3 secondes. Eh bien, c'est avec ce même type de coin du cerveau qu'on va agir et sur lequel on va pouvoir tirer des conclusions sur l'A/B test. Conclusion de tout ça, tout comme un médecin ou la science, l'amélioration globale de vos perfs doit suivre une démarche similaire, valable pour toutes vos publicités, votre site web, vos emails par exemple, mais pas que. Parce que c'est exactement comme ça aussi qu'on améliore notre produit, notre service et tout ce qu'on fait au quotidien. Adopter une méthode dans laquelle on part du principe qu'on a fait un constat. On a une hypothèse pour résoudre ce constat. On va trouver une manière de le tester et de le soumettre au trafic en changeant le moins de variables possible et en étant capable de tirer une conclusion dessus et on va l'adapter. On va avancer plus doucement, on va avancer plus sûrement surtout et on va pouvoir créer quelque chose qui profite à notre boîte et dans lequel on est sûr d'avancer dans le bon sens en apportant toujours plus de profit que la veille. Adopter une démarche d'optimisation continue et les refontes, je voulais en parler quand même, ça reste une bonne méthode pour optimiser sa vitesse de chargement. Ce n'est pas quelque chose qui se teste. Et il y a plein de variables sur lesquelles on doit jongler. Compresser nos images, réduire le nombre de médias qu'on a à l'intérieur, optimiser notre base, ou la structure de thème, par exemple, si je parle de Shopify sur laquelle on se trouve, ou du template qu'on utilise, réduire le nombre de librairies, peu importe. Tout ça, c'est un truc qui se change d'un coup. Je ne vais pas tester d'avoir une image plus compressée alors que je peux avoir un impact directement plus fort sur la vitesse. Mais si vous le notez bien, je suis en train d'isoler ma variable de vitesse de chargement. Et à la fin, c'est le seul truc sur lequel je veux agir et je vais le publier sur 100% de mon trafic. Ensuite, je pourrais isoler aussi le fait d'améliorer mes process de gestion interne. Ça arrive pour beaucoup de personnes, notamment des personnes qui utilisent des CMS, qui sont passées par des agences qui ont développé le truc un peu n'importe comment, qui n'ont pas la main sur leur contenu, qui galèrent à changer leur headline ou des trucs bateaux comme leur image de fond, peu importe. Eh bien, ça vaut le coup de refondre la base sans changer la structure du site. Ça, c'est une variable qui doit être traitée à part. Corriger des bugs, des trucs obvious, on ne teste pas un bug qu'on corrige, c'est un bug, et mettre à jour une charte graphique ou une DA. Ça reste quand même quelque chose qu'on peut tester, why not, on l'a déjà testé aussi, mais globalement, je le range dans la case beauté, où tu as fait la différence avec des boutiques ultra moches qui fonctionnent super bien. Et oui, il y a une différence. C'est tout, Cimer, et j'espère que c'est tout. Merci à toi, Thomas. Est-ce qu'il y a des questions sur les A/B tests et la conversion? Moi encore une. Ouais. Bousculez-vous pas, Pierrot. C'est ça. Mais quelle prestation, félicitations Jérôme. Merci mon Pierre. Je suis totalement d'accord avec toi sur le principe de tester en priorité le pricing de ton offre. Techniquement parlant, tu conseilles de faire un A/B testing de surcouche où tu changes juste le contenu d'une page ou alors de redirection, surtout sur Shopify, c'est peut-être plus simple pour l'ajout au panier ou du purchase. Ouais, un test de prix, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Le plus simple, c'est peu importe la plateforme ou quoi que ce soit, tu dupliques ton produit, tu crées le produit avec le prix supérieur et tu divises ton trafic depuis l'acquisition directement. Ensuite, si tu veux mener un vrai A/B test, sur Shopify, il y a des apps qui le font, qui sont spécialisées sur les tests de prix et ça vaut le coup de les installer. Ou sinon, l'utilisation pareil d'un software d'A/B testing dans lequel je vais être quand même obligé de dupliquer mon produit avec un prix supplémentaire parce que je ne peux pas intervenir sur le prix de Shopify et le changer en temps réel pour 50% de mon trafic seulement, surtout alterné. Et du coup, dans tous les cas, c'est moi qui devrais faire le switch et dispatcher le trafic en fonction de ma condition d'arrivée qui est mon produit. Et c'est des tests qui sont compliqués aussi parce que
je dois pas avoir le prix, je sais pas, admettons tu as un produit à 50 et un produit à 55, je dois pas le changer que sur ma fiche produit. Je dois le changer dans ma recherche, quand les gens vont arriver sur mon produit, je vais le changer dans mes pages de collection. Les gens doivent voir le produit à 55 et celui qui est soumis à la version 1 doit voir le produit à 50, etc. Donc il y a quand même beaucoup de variables à prendre en compte. C'est là où c'est plus simple d'utiliser l'app direct. L'app, c'est cookie du coup? Hein? Ça fonctionne avec les cookies là? Ouais, dans tous les cas. Tu es obligé d'identifier ton utilisateur et la version à laquelle il est soumise via ce biais-là, qui aussi amène à un autre problème, qui est que s'il arrive sur PC et qui reload le site sur mobile, techniquement, il est resoumis à un test. C'est pour ça que tu dois quand même toujours aller chercher un échantillon qui est assez fort pour lisser ce genre d'infos. J'aurais une question aussi. Prends le micro, sinon je répète. L'expérience que tu as, etc. C'est quoi, selon toi, les 5 variables les plus importantes à tester en premier sur un site, selon ce que tu as déjà vécu toi? Ouais, 5 variables à tester direct sur un site. On appelle ça les fondations. Globalement, c'est ce qui crée la structure de ta boîte et aussi la raison pour laquelle ça fonctionne. Tu es probablement quand même dans une situation, quand tu remets tes fondations quand tu remets tes fondations en cause, tu es quand même dans une situation où tu testes toujours ton marché. Tu es en train de voir comment ça répond, tu es en train de stabiliser ton message auprès de ton audience. Donc, le premier truc que tu dois tester, par exemple, c'est ton message. Tu vois, le test qu'on a fait sur les angles marketing pour voir ce qui accroche le mieux ou quel est mon cœur de cible à la fin et celui qui répond le mieux à un certain angle. Donc ouais, test d'angle marketing. Test de pricing, évidemment. Lié au test de pricing, test d'offre, parce que ça a une relation directe et c'est là-dessus aussi où tu vas pouvoir augmenter ton revenu moyen ou avoir une manière d'inciter directement ton utilisateur à acheter avec une offre qui est plus intéressante que le premier produit sur lequel il se trouve et qui est assez basique. Les visuels produits, le premier visuel, on a de moins en moins d'utilisateurs qui descendent sur ta page, voire même en e-commerce, qui passent le bouton d'ajout au panier en moyenne. Donc, on a de plus en plus de styles de navigation qui marchent un peu à la Amazon, où on inclut toutes les phases d'éducation à l'intérieur du carrousel d'images produits. Ça, c'est quelque chose qui marche bien et qui a testé dès le début parce que ça te donne une manière d'éduquer ton prospect horizontal, quoi. Et après, c'est plus tout ce qui va être les modalités, réassurance, et qui va être plus lié non pas à ton produit pur, mais à l'expérience globale sur la boutique. En combien de temps je vais être livré? Est-ce que ça rentre dans la boîte aux lettres? Est-ce que je dois être chez moi? Est-ce que je peux faire des retours facilement? Est-ce que pour les boutiques de fashion particulièrement, tu vois, la taille ou d'autres objections qui peuvent être propres à ton marché, tu vois. Super, merci. J'avais une question pour toi, mon Giro. Est-ce que dès qu'on veut changer une variable sur un site, il faut le tester ou est-ce qu'il y a déjà des bonnes pratiques qui sont applicables à peu près partout, quoi, déjà? Il y a des bonnes pratiques qui sont applicables partout, ouais, bien sûr. J'ai envie de dire, la règle, c'est qu'on ne dégrade pas le niveau d'information ou ce qui impacte vraiment la prise de décision de nos utilisateurs. Donc par exemple, tout ce qui va se trouver sur les bas de page, on peut se permettre de le rafraîchir rapidement. Après, comme on l'a dit, tout ce qui est bug, vitesse, tout ce qui nécessite potentiellement ou qui rentre dans la case refonte, ça vaut le coup de passer directement dès le début pour assainir la base sur laquelle on se trouve et pouvoir se concentrer sur les tests. Et après, je peux ajouter des bonnes pratiques, je sais pas, faire des recherches en un clic, envoyer mon utilisateur vers des produits sur des pages qui ne contiennent pas d'informations comme un panier vide ou une page 404 ou un truc dans le genre. Ça reste des bonnes pratiques, mais l'impact est tellement faible que tu peux les skipper et te concentrer directement sur ton pricing ou sur les fondations comme on a vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Nice. Donc, du coup, maintenant, je vous propose de faire Petite pause. une petite pause. Et maintenant, bravo. En tout cas, bravo. Merci.